ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que les rénovations peuvent coûter beaucoup plus cher qu'une construction neuve. Comment on choisit son constructeur? C'est quoi les critères en fait pour bien choisir son constructeur? Monsieur Cadet, je suis vraiment content. Notre toiture, elle est encore là. C'est des projets vraiment hors du commun. Cédric, bienvenue. Bah merci. Bienvenue, bienvenue sur le podcast La Passion du Bois. Merci. C'est le podcast de CBHC. Je vais te poser une série de questions pour te permettre de présenter en fait l'entreprise. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah merci pour ton accueil, Robin. Je suis Cédric Cadet de l'entreprise CBHC. Donc CBHC, c'est une entreprise familiale basée à Saint-Joseph, spécialisée dans la construction de maisons à ossature-bois. On réalise des constructions de maisons individuelles, des projets collectifs aussi. On fait beaucoup d'agencements intérieurs et notamment des extensions, des surélévations. Donc tous les projets qui tournent autour du bois. Comme je te disais, c'est une entreprise familiale, donc je suis associé avec mon père. L'entreprise, elle a 15 ans. Et puis voilà, on est une entreprise à taille humaine et très proche de nos clients. Voilà. D'ailleurs, en parlant de clients, je vais commencer par ma première question. Admettons, je suis un client, je viens de t'envoyer ma demande. Comment ça se passe, en fait, concrètement, pour un projet à CBHC? En fait, la première rencontre, la première visite qu'on a sur le terrain, c'est vraiment là où je vois si le projet il est vraiment réaliste. C'est pas vraiment au bureau ni sur un plan. C'est vraiment, tout se passe vraiment sur le terrain. On commence toujours par cette première rencontre. On fait la visite de terrain, mais on fait aussi cette rencontre avec le client parce que j'estime qu'il est important de se déplacer et de rencontrer les personnes qui ont ce projet de construire. C'est là où on voit vraiment l'envie que la personne elle a de construire son projet. C'est là aussi où on voit si ça va matcher. C'est le moment où la confiance commence à s'installer. Pour moi, le contact humain, il est primordial dans les premiers échanges pour savoir si le projet il est viable et l'énergie que les deux parties vont mettre dans l'aboutissement de ce projet. Et là, ce que tu me dis, là, ça concerne plutôt les clients qui ont déjà des plans, qui ont déjà un projet bien défini. Mais comment ça se passe si tu n'as pas le terrain, si tu n'as pas déjà vu un dessinateur? Tu as le projet en tête, mais tu ne sais pas vraiment concrètement. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'un accompagnement. Qu'est-ce que tu peux proposer en fait à ce type de client? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs profils de clients différents. Donc, comme tu le dis, il y a des clients où c'est des clients avertis qui sont déjà accompagnés par des architectes ou des dessinateurs, des concepteurs. Euh, mais on a aussi ces clients qui démarrent de zéro et qui ne savent rien. Donc, à chaque visite, on doit vraiment s'adapter euh, au profil du client. J'ai fait l'expérience la semaine dernière d'une cliente qui ne connaissait rien. J'ai fait la visite de son terrain avec son père. euh, et ensuite, on s'est posé sur un endroit abrité avec une table. Et, et ils m'ont laissé vraiment leur expliquer le process de A à Z et par où passer pour arriver au projet fini. Et dans ce cas de figure, bah, nous, si le client il a aucun plan, donc ce qu'on lui propose, c'est déjà, dans un premier temps, de faire une analyse financière sur la situation, parce que ce qui va driver un projet, en fin de compte, c'est le budget qu'on pourra consacrer. Donc je leur conseille toujours de rencontrer les courtiers, les personnes qui travaillent dans le financement qu'on connaît, pour en fait analyser leur capacité d'emprunt. Et à la suite de ça, on sait sur quel projet ils vont pouvoir se lancer. Là, je parle vraiment dans le cas où le client il a déjà son terrain. Euh, c'est pour nous la base. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué avec les banques et les institutions qui financent, c'est que on doit tout regrouper en un seul rendez-vous. On doit avoir le permis,
le plan, le devis du constructeur et tous les papiers qu'il faut, ben voilà, contrat de marché, toutes les pièces administratives. Il faut que le projet soit bouclé pour le présenter à la banque sans vraiment le savoir si c'est un projet viable ou pas. Donc moi, je propose le chemin inverse, c'est-à-dire de rencontrer le courtier, de vérifier la capacité d'emprunt et à partir de là, on sait où on peut aller. Et à partir de là, en fait, on sait que notre budget, c'est tant. Et bah, le constructeur, en l'occurrence nous, avec les exigences que les clients ils ont, je vais pouvoir cibler le projet en termes de taille, euh, en termes de format, en nombre de pièces, pour savoir quel est le projet le plus adapté. Et voilà, en fait, c'est vraiment comme ça que nous, on procède. Donc, après, on travaille en collaboration avec un- des dessinateurs, des concepteurs et aussi des architectes qui vont pouvoir ben, mettre à plat les idées des clients, mais toujours en corrélation avec le budget qui est accordé. En fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer un accompagnement personnalisé aux clients avec tout, je vais pas dire un écosystème, mais une série de professionnels euh, qui va pouvoir suivre le dossier du client, mais ça reste quand même dans le même dans la même sphère Exactement. en fait, on va dire. Ben, pour moi, la réussite d'un projet, c'est aussi être bien entouré, entouré de professionnels qui savent ce qu'ils font et qui vont prendre le projet à un point A et le ramener à un point B. CBHC travaille avec aussi un établissement, un courtier qui va aussi accompagner les clients en fait dans leur demande de financement. Exactement. Et ce qui est bien avec les courtiers, en fait, ce qu'on peut voir aujourd'hui, contrairement euh, aux conseillers bancaires, euh, directement en agence, c'est que le courtier, il a vraiment une approche beaucoup plus approfondie en phase amont du projet. Il va pouvoir analyser la situation et donner vraiment un budget précis, une enveloppe précise sur la capacité de la personne. C'est très important parce que ça nous permet d'être précis sur le projet, mais aussi ce courtier a cette proximité que le conseiller bancaire n'offre pas. Ce qui est bien aussi avec les courtiers, c'est vraiment d'avoir en un seul rendez-vous la chance de pouvoir questionner les banques locales, je crois qu'ils sont quatre, euh, en un seul rendez-vous. Donc c'est vraiment beaucoup plus réduit en termes de temps qu'on doit mettre dans son projet. Donc c'est un gain de temps vraiment qu'on sous-estime. Comment on choisit son constructeur? C'est quoi les critères en fait pour bien choisir son constructeur? En fait, une maison, c'est vraiment un projet de vie. C'est pas le moment de faire confiance au hasard, ni même au prix le plus bas. Donc on doit vraiment choisir son constructeur sur sa fiabilité, sa santé financière, sur la qualité du travail, bien évidemment. Mais on ne doit pas s'arrêter vraiment en surface sur ce qu'on veut nous montrer. Moi, je trouve que ce qui est bien et ce que je propose à chaque client, c'est vraiment aller en immersion sur chaque projet. Donc, on peut avoir des projets à plusieurs étapes. Euh, on peut avoir des projets qui sortent tout juste de terre, où on n'a pas vraiment beaucoup de matière à voir, parce que là, on est vraiment dans les fondations et sur la partie maçonnerie en tous les cas. J'invite toujours les clients à venir au stade de la structure, du montage de la structure, euh, parce qu'une ossature bois, en fait, c'est, pour dire au plus simple, Tu c'est parles de nouveaux clients sur des chantiers existants, des prospects qui te contactent et tu leur montres des un. prospects pour un projet de construction. Voilà. Après, bah, nous, on fait vraiment cette première visite où on présente vraiment l'ossature bois. L'ossature bois, en fait, c'est le squelette de la maison, où on voit vraiment toute la structure, comment c'est assemblé, les fixations qu'on va utiliser. C'est un peu technique, c'est une visite un peu technique, mais qui permet de voir comment la maison elle est conçue à l'intérieur avant d'avoir tous les revêtements. Donc après, on fait aussi des visites un peu plus avancées sur les projets où on a le revêtement extérieur, le revêtement intérieur qui est posé.
Euh, donc, on voit vraiment comment ça avance et on voit aussi euh, quelques détails qui nous permettent de voir comment on va aborder les finitions. Et après, on a aussi la visite des projets finis, où là, c'est vraiment beaucoup plus parlant pour les clients parce que bah, voilà, c'est le projet fini qui parle et ça laisse vraiment. euh, on voit vraiment où l'accent est mis sur le projet et, euh, et on voit chaque détail. Donc, on peut organiser des visites sur des étapes importantes comme ça, des constructions. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est sur un chantier, en fait, on voit bien plus euh, que le travail réalisé, mais on voit l'esprit d'équipe qu'on a sur le chantier. On voit l'ambiance générale de l'entreprise et parfois même, on peut avoir les clients sur place qui peuvent témoigner de l'accompagnement qu'ils ont eu jusqu'à présent. Et ça, pour nous, c'est une vraie force parce que euh, c'est, pour nous, il y a pas de meilleure recommandation qu'un client qui témoigne. Et de fil en aiguille, ben, ça nous ramène d'autres clients au final. Donc, en tout cas, ça donne envie aux autres de vivre l'expérience avec CBHC. Admettons, je suis un prospect lambda, je tape constructeur de maison en bois à La Réunion et je vois une série de constructeurs qui apparaissent sur Google. Sur quels critères, moi, je vais me baser pour en contacter un plus que l'autre? Ben, pour moi, il y a plusieurs points à vérifier euh, pour vérifier la fiabilité d'une entreprise, bien au-delà du site internet, bien au-delà de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Euh, Déjà, c'est les avis clients. Et quand je parle d'avis clients, c'est vraiment les avis vérifiés. Nous, on travaille avec Opinion System sur la vérification des avis. Parce qu'aujourd'hui, sur Google, n'importe qui peut arriver, il met une étoile et ça vous plombe votre note. Et ça, c'est un peu, comment dire, l'envers du décor parce qu'on n'est pas maître, enfin, on cherche pas à être maître de nos résultats. On laisse vraiment les notes parler, mais en tout cas, les gens peuvent le faire gratuitement et peuvent faire baisser votre note. Nous, on a décidé de travailler avec Opinion System et on le met en avant sur notre site parce que c'est vraiment des avis vérifiés. Aujourd'hui, le client qui va vouloir témoigner euh, de son chantier, il faudra qu'il mette des pièces justificatives pour justifier qu'il a vraiment bien travaillé avec nous et qu'il a aussi payé l'intégralité de sa prestation pour pouvoir juger euh, la qualité de celle-ci. Voilà. Après, pour moi, il y a aussi d'autres critères. Donc, pour moi, les avis, c'est vraiment le premier ressenti qu'on peut essayer de trouver. On a aussi les labels de qualité. Donc aujourd'hui, nous, on a le label Calibat qui va vraiment attester notre fiabilité sur notre capacité à pouvoir euh, faire des structures conformes au DTU, donc notamment sur l'ossature bois, la charpente et les revêtements extérieurs comme les bardages. Ce label-là, il s'arrête vraiment sur le côté euh, capacité structurelle pour l'entreprise de pouvoir amener ce projet à bien. On a aussi le label Réuni Pro. Et c'est un label dont on est fier parce qu'il s'arrête qu'à notre capacité à pouvoir mener un projet, mais il va vraiment. C'est un label qui analyse vraiment la santé financière de l'entreprise avec beaucoup de critères. Ouais, il y a un Et audit. il y a un audit qui est fait pour chaque labellisé. Et aujourd'hui, on a une note attribuée sur chaque volet. Donc, on a les recommandations clients. On a, entre autres, la santé financière de l'entreprise. On a plein d'autres paramètres qui sont vérifiés. Et ça nous donne une note générale. Donc, quand on est en dessous de 70, je crois, qu'on n'est pas labellisé, nous, je crois qu'on est à 80, 85%. Et ce label, ce qui est bien, c'est que chaque année, euh, il y a une analyse qui est faite, un nouvel audit qui est fait
parce que le renouvellement n'est pas tacite. Il y a toujours, c'est pas une tacite reconduction, on doit tous les ans transmettre notre bilan, transmettre nos nouveaux avis clients. On doit, C'est ce qui fait la fiabilité c'est du ce label, c'est hein. ce qui fait la fiabilité dans le temps. Et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un label beaucoup plus gratifiant que le label Calipat. Alors, je vais te poser une autre question, Cédric. Euh, Admettons, j'ai le choix en fait entre plusieurs possibilités. Je peux construire une maison neuve, mais j'ai aussi le choix aussi avec la surélévation ou l'extension de la maison existante. Euh, c'est des cas de figure qui peuvent arriver en fonction bah, des étapes de la vie, en fait, en quelque Mm. sorte. L'arrivée d'un bébé ou autre. À quel moment tu fais le choix entre construire une maison neuve, une surélévation, extension? À quel moment tu décides de... À quel moment tu peux conseiller, en fait, le client que l'une de ces solutions est peut-être la meilleure et pas forcément celle qu'il a proposée initialement? Bah, comme je te le disais tout à l'heure, euh, chaque client a un profil et une histoire différente à raconter. Et chaque famille évolue différemment. Et l'idée, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir pour savoir vraiment quel cadre de vie on aura, quelle famille on aura, quelle famille on va construire. Et c'est à partir de là qu'on détermine vraiment ce qu'il y a de mieux. On peut très bien partir d'une page blanche euh, où on va vraiment écrire toute l'histoire, où on a ces extensions ou des surélévations, où c'est vraiment des chapitres à rajouter au livre qu'on doit écrire. Et pour moi, le choix se fait déjà par type de projet. On a eu des clients où on a travaillé sur le projet de A à Z en partant d'une page blanche. Et malheureusement, en fait, la banque leur a pas suivi, les a pas suivis sur le projet. Et du coup, ils se sont rabattus sur un projet d'achat de maison. Et, et pour nous, il a fallu faire évoluer ce projet parce que le nombre de pièces n'était pas suffisant en termes de chambres. Donc, il y avait, en fait, c'est une famille recomposée. Donc, il y avait les enfants du côté de la maman, les enfants du côté du papa. Donc, il y avait pas suffisamment de chambres et il y avait l'arrivée aussi du petit. Donc, on a dû recréer deux chambres supplémentaires avec euh, un open space pour une salle de jeu. Pour moi, chaque projet est différent dans ce sens. C'est que chaque famille arrive à un stade où la configuration est différente et, et nous, on doit vraiment s'adapter à la vie de la famille. Donc, pour moi, extension sur élévation, c'est vraiment quand on a euh, un bien, une maison déjà acquise et qu'on souhaite la faire évoluer. Et à côté de ça, on a les projets de construction qu'on démarre d'une page blanche. Les gens, ils aiment bien ça parce que c'est vraiment, on peut vraiment décider de là où on va. Mais voilà, et après, il y a des gens aussi qui aiment bien qui n'ont pas forcément de préférence et qui aiment bien les projets d'achat. Et ben, nous, on s'occupe de les faire évoluer soit par le haut ou soit par le bas en extension. Donc après ça c'est vraiment en fonction de chaque projet. Parce que parfois la surface au sol, elle est atteinte. L'emprise au sol, elle est atteinte. Et du coup, on est obligé de faire une surélévation. Donc, partir sur la hauteur. Et parfois, il faut déposer la charpente qui est actuelle et refaire un plancher à l'intérieur pour pouvoir faire cette pièce supplémentaire. En tout cas, c'est pas possible partout de le faire. C'est pour ça qu'une visite technique est très importante pour déterminer la possibilité sur chaque projet. On a fait dernièrement sur Saint-Pierre une visite avec un client et où là, en fait, il voulait faire une sorte de rénovation extension. Et bah, en fait, c'est une maison, c'est une ancienne maison en bois d'époque. Et, euh, et en fait, la maison, elle fonctionne dans son ensemble. Mais pour moi, à mon avis, elle n'est pas faite pour
reprendre la charge d'une surélévation. Donc pour moi, mon conseil pour ce client, en fait, c'était de, même s'il y avait cette valeur sentimentale, c'était de supprimer ce projet et de redémarrer ce projet neuf. Parce que parfois, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que euh, les rénovations peuvent coûter beaucoup plus cher qu'une construction neuve. Ouais, c'est un peu le risque, hein. C'est vraiment un Kinder Surprise. Parce qu'on peut avoir à la fois des travaux superficiels où on dit oui, il y a juste ça, on va refaire les façades à l'intérieur, on remet un coup de peinture. Mais, Ouais, c'est nous, plus qu'un coup de peinture des nous, fois, notre hein. travail, quand on va ouvrir ces panneaux de cloison, ouvrir les plafonds, voir les entrailles de la maison, et c'est là, en fait, où on voit les vis cachées. Et en fin de compte, c'est pour ça que je parle de Kinder Surprise, parce que c'est souvent des travaux à rallonge. Je ne connais pas de projet de rénovation qui n'ont pas fait l'objet de devis supplémentaires. Ouais, parce que tu découvres à chaque fois des C'est- nouvelles, Voilà, de nouveaux travaux à faire, en fait. exactement. Parce qu'en fait, quand on est en phase de consultation, quand on arrive chez le client dans son projet de rénovation ou d'extension, on regarde l'état actuel, mais on n'est pas équipé pour ce rendez-vous-là, en tout cas pour démonter et vérifier Ouais, l'intérieur c'est ça un et peu voir la tout ce qu'il y a. Donc on n'est pas devin et c'est vraiment quand on est dedans qu'on voit vraiment euh, les petites choses à réparer. Parfois, c'est des éléments de charpente. Parfois, ça peut être des montants dans la structure à remplacer. Et c'est des travaux assez euh, minutieux et qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion avant de lancer chaque projet. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre entre la rénovation et la reconstruction. En tout cas, euh, bien souvent, si ces projets-là ne respectent pas les règles d'urbanisme, comme on le faisait avant, tout le monde construisait une maison, il n'y avait pas vraiment de limite, on construisait en limite séparative et c'est pas forcément des matériaux adaptés à ces endroits-là. Donc, pour ce client où je te disais, j'ai préféré l'orienter vers une construction neuve parce que vraiment, euh, rehausser et réaménager sa maison, pour moi, ça aurait demandé beaucoup trop d'investissement. Ça n'aurait pas été fiable à 100%. Parce que pour moi, les limites séparatives ne sont pas respectées. Il est vraiment à 1 mètre du voisin à côté. À côté, on est en mitoyenneté. Et vraiment, c'est limite, quoi. On a aussi notre conseil à apporter sur ce volet-là parce que pour moi, un projet, ça ne s'arrête pas à euh, de l'idée, on construit, on remet les clés et puis basta. Nous, on est vraiment présent dans tout le chemin de vie de la maison. Euh, et l'idée, c'est vraiment euh, de, de construire un projet durable et pas que pour les 10 prochaines années. Il faut vraiment aller bien au-delà de ça. C'est là où on apporte vraiment notre expertise dans le futur et pas que sur l'instant présent. Alors justement, Cédric, je voulais te parler des différentes erreurs qui peuvent être faites durant le projet. Quelles sont-elles? Et comment on peut les éviter? En fait, pour moi, ce qui fait déraper un projet, c'est rarement l'imprévu. C'est vraiment les choses qu'on n'a pas voulu, enfin les questions qu'on n'a pas voulu se poser euh, depuis le départ. En fait, pour moi, les choses qui sont vraiment sous-estimées dans chaque projet de construction, c'est vraiment les délais administratifs. Parce qu'on remarque souvent, quand les clients ont passé cette étape administrative, c'est vraiment la partie, pour moi, la plus longue, parce que on a vraiment euh, toute la partie étude. On va vraiment faire des avant-projets pour que les clients puissent valider, euh, que ce soit en corrélation avec le budget. Il y a toujours des petits réglages. On a rarement fait un devis où il a été accepté dès le départ. On a toujours euh, réajusté en fonction euh, des envies du client. En fait, c'est pas vraiment Donc, des erreurs, c'est ma question, c'est pas vraiment des erreurs à éviter, mais c'est plutôt des choses qu'on n'a pas forcément anticipées avant. en fait, souvent, ce que les clients sous-estiment, je dirais,
c'est vraiment les délais administratifs. Donc, quand je dis délai administratif, c'est le délai d'instruction du permis euh, qui est propre à chaque commune. Euh, Sur la majorité de l'île, on dirait que c'est 2 mois. Mais parfois, ça peut aller un peu plus que ça, parce qu'il y a des mairies qui attendent vraiment euh, la dernière semaine du deuxième mois pour vous envoyer euh, une réclamation de pièces. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils arrêtent le délai, que le délai est stoppé, en attendant les pièces complémentaires. Et donc, quand on a cette réflexion-là euh, avec le service urbanisme, il faut qu'on recontacte notre Le dessinateur, dessinateur. notre architecte, pour réajuster et rajouter les pièces manquantes pour l'instruction du PMI. Et une fois qu'on a redéposé ces pièces au service, et ben c'est là que reprend l'instruction. Et en fait, globalement, c'est pour moi un projet sur un PMI de construire, ça peut prendre entre 3 et 4 mois à La Réunion. Donc c'est vraiment le délai qu'on constate plus ou moins chez tout le monde. Et Après, il y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que chaque projet est dans des secteurs différents où on peut avoir une zone classée ABF, où là, ça demande un délai supplémentaire parce qu'il y a d'autres. euh, organisme, ouais, c'est ça, d'autres mais c'est organismes. ça, comme je te dis, pour moi, il y a. Et ce délai-là aussi est sous-estimé, c'est que parfois on est dans des zones bien précises où les bâtiments sont classés, ou dans un rayon où on peut avoir un monument historique. Donc à partir de ce monument, en fait, il y a un périmètre qui est désigné autour du monument. Et parfois, ben, on est dans cette limite, et ça nous oblige à avoir un délai d'instruction supplémentaire et des contraintes architecturales adaptées à la zone. Ouais, il y a des communes qui veulent que les cases soient typiques créoles ou une architecture un peu comme ça aussi, non? Oui, bah ça on peut retrouver généralement sur les communes assez rurales. Bien souvent, on peut voir ce type de construction sur les communes comme la Plaine des Palmistes, comme Salazie par exemple, ou Saint-Joseph aussi. Donc, où ce rapport à l'architecture créole est très ancré. Donc, on le ressent par l'harmonie qu'on peut avoir dans chaque construction. Il suffit tout simplement de prendre un peu de la hauteur et de regarder, ben, par exemple, les couleurs de toiture, le format des toitures, etc. Et on voit qu'il y a une harmonie, qu'il y a vraiment une envie de vouloir harmoniser le paysage. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui doivent être anticipés par le client. Mais est-ce que ces modifications là, demandées peuvent entraîner un ajustement du devis? Bah, bien souvent, c'est pour ça que l'expertise d'un concepteur ou d'un architecte est très important, parce qu'il va pouvoir déceler ça depuis le départ. Quand on prend le renseignement sur une parcelle, c'est pas uniquement euh, sur la réglementation qu'il y a en vigueur, c'est vraiment si cet endroit est classé. On va vraiment partir dans rechercher l'information et vraiment qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain afin de pouvoir proposer un projet viable dès le départ et éviter justement euh, ces réajustements qui viennent par la suite et qui parfois peuvent avoir des conséquences sur le budget. C'est pour ça que l'accompagnement par des professionnels est primordial dès le départ du projet. Bah, carrément, nous on est arrivé sur des projets où on a des clients qui ont fait les plans à la main eux-mêmes et qui ont déposé le PMI. Et au final, voilà, c'est des projets qui ne sont pas forcément cadrés. Et moi, je trouve que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est de zapper cette étape-là, parce que une maison, en fait, ça ne s'improvise pas. Nous, on est bons constructeurs, mais il faut vraiment réfléchir à son projet en amont avant de le lancer. C'est très important d'avoir cette étape euh, de réflexion avec le concepteur. Alors on parle de l'architecture de la maison, mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est le terrain.
Et le type de terrain aussi a son importance dans le projet. Un terrain plat, aujourd'hui, c'est quand même assez rare, à La Réunion. Donc c'est souvent des terrains qui sont, légèrement en pente ou même, parfois, quand même, assez en pente. Comment s'adapter en fait, à ce type de terrain, Pour dans le reprendre terrain? ce que tu disais, la typologie des terrains vraiment commence à changer à La Réunion. On arrive rarement sur des terrains qui sont plats à 100%. Ou même parfois on peut arriver où le terrain il y a un faux plat et c'est pas forcément visible. Et c'est vrai que de plus en plus on va dans le temps avec le marché qui se tend. Donc les terrains sont découpés en plusieurs petits morceaux. On voit dans les nouveaux lotissements comme à Mont-Roquefeuille, comme au golfe du Bassin Bleu, on a vraiment des petites parcelles où on doit vraiment s'adapter au terrain. C'est des terrains, bah, comme tu disais, bien souvent très pentus, où la construction doit s'adapter. Donc pour moi, sur ce format de terrain, il faut vraiment mener une étude de sol au préalable pour savoir sur quel sol on va travailler. Et ça, parfois, c'est une partie qui est sous-estimée aussi, parce que on peut pas construire une maison sans savoir sur quel terrain on est. On est obligé de savoir la nature. On est arrivé parfois sur des terrains, comme on l'a fait sur Saint-Denis il y a pas longtemps, où on était sur la morphologie du terrain. On était une partie sur les terrains durs, mais une partie sur du remblai. Et en fait, cette configuration-là, il faut vraiment la prendre en considération pour que structurellement parlant, on fasse le projet qui soit le plus adapté. Et il faut adapter vraiment les fondations en fonction du terrain. Et, euh, et vraiment aller chercher le sol le plus adéquat pour implanter les fondations. Parce que les fondations, c'est le point d'ancrage qu'on a sur le sol. Et c'est vraiment important de bien pouvoir le mesurer et l'adapter en fonction. Alors là, on vient de parler des terrains, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, notamment, naturels, les cyclones, les termites. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, là-dessus, par rapport à ces éléments-là? Est-ce que le bois, en fait, est adapté aux cyclones, heu, aux termites? Parce que, on peut avoir cette peur-là, en fait, quand on construit une maison en bois. Est-ce que ma maison sera adaptée? Mais en fait, pour répondre à ta question, ces PEA-là, en fin de compte, on y répond beaucoup sur nos différents supports. Et ce n'est pas que mon avis, mais pour moi, la construction bois est vraiment adaptée dans le milieu tropical. On travaille en collaboration avec des bureaux d'études qui calculent la force des vents à l'endroit précis du projet. Et ça, pour nous, c'est très personnalisé, très important. Et surtout à ne pas prendre à la légère parce que chaque projet est implanté à des endroits différents sur l'île et la configuration et la force des vents peut être vraiment différent. Donc on a fait une construction, enfin une charpente couverture sur les secteurs de la montagne à Saint-Denis où là on était vraiment en bordure de falaise et, euh, et il fallait vraiment calculer l'ensemble de la structure pour qu'elle tienne face aux différentes épisodes cycloniques qu'on a l'habitude d'avoir à La Réunion. Et, euh, et bien souvent, là où c'est gratifiant pour nous, c'est qu'après le cyclone, on a toujours ce petit message de nos clients qui nous disent Monsieur Cadet, je suis vraiment content. euh, Notre toiture, elle est encore là. Et ça, c'est pour nous la moindre des choses. On construit vraiment pour le faire durablement. Et là où vraiment tout le monde reste accroché sur le téléphone après le cyclone pour attendre la mauvaise nouvelle, nous, on a aussi ce côté où les gens sont vraiment satisfaits, où ils voient vraiment où ils ont mis l'investissement précisément sur le projet dans quelque chose de fiable et durable. On a parlé de cyclone, mais après, ce qui revient toujours, c'est le sujet des termites. Ça, on a toujours cette appréhension sur le bois par rapport à ça. Mais il y a pour moi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc déjà, ça commence par l'étape du fournisseur. Nous, on a fait le choix euh, de se fournir
uniquement chez un fournisseur fiable à La Réunion. En fait, ce fournisseur, il importe le bois, il est importateur de bois à La Réunion. Si tu veux, le traitement qu'ils font sur le bois qu'on utilise pour la construction, c'est un traitement qui est vraiment adapté à notre climat et aux contraintes qu'on a ici à La Réunion. Parce que bien souvent, on peut avoir d'autres importateurs qui nous disent oui, nous, on a du bois pour vous, euh, on vous le vend à tel prix. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, attractif en termes de prix, mais on n'a pas de traçabilité on n'a pas d'attestation de traitement sur ces bois. Et c'est pour ça qu'on a préféré de faire le choix euh, de ce fournisseur ici à La Réunion, parce que c'est vraiment un gage de qualité pour nous. Son traitement, il est fait ici à La Réunion. En fait, si tu veux, le bois, il arrive à La Réunion, il est sans aucun traitement. Le traitement qu'ils font ici localement, c'est le traitement dans les cuves autoclaves Ok. pour effectuer ce C'est quoi une traitement. cuve autoclave? Ben, une cuve autoclave, en fait, c'est une cuve où on va insérer un fardeau de bois et on va faire l'imprégnation en fait du traitement. En fait, il y a un vide qui est fait dans la cuve et, et en fait, quand le produit il est injecté, et ben, le bois il va absorber en fait à cœur tout le traitement qui est prévu. Ce traitement-là, il est fait directement par notre fournisseur. Il y a un délai de séchage qui doit être vraiment respecté sur la plateforme. Puis ils commercialisent le bois. Nous, on achète ce bois avec le fournisseur et on a l'attestation de traitement qui va bien avec. Donc, on a une traçabilité euh, de toutes ces étapes de traitement qui, pour nous, restent important parce qu'on ne le voit pas souvent dans les années qui suivent la construction, mais sur le long terme. Donc, après, on a aussi euh, le respect des traitements des coupes. Ça, c'est très important euh, parce que bien que le bois ça soit traité, euh, on doit bien évidemment pour chaque projet ben, reprendre le bois, le couper, l'usiner, l'assembler et à ce moment-là, on doit impérativement refaire le traitement sur ces coupes, sur ces usinages afin que le bois reste toujours fermé dans son traitement et d'assurer la tenue aussi dans le temps. Et pour nous, c'est vraiment impératif. Et aussi, parfois, quand il y a un, un traitement qui est un usinage qui est un peu plus lourd sur la pièce, c'est-à-dire que si on a défait l'entièreté du traitement sur la pièce, ben, on va vraiment repasser cette pièce en traitement totalement afin qu'elle puisse bien durer dans le temps. Ok. Et si je devais choisir entre le béton et le bois, tu me conseillerais quoi? Parce que c'est vrai, là on parle de tout ce qui dit cyclone, termite, mais le bois a aussi son avantage, j'imagine. Mhm. Et pourquoi je choisirais plus le bois que le béton, par exemple? Bah, pour moi, en fait, faire le choix du bois, c'est faire le choix d'une maison qui respire. Et le bois a cet avantage-là. C'est-à-dire que dans une construction à ossature bois, la paroi bois est conçue pour réguler la température à l'intérieur de la maison. Il y a la température et aussi l'humidité. Ça, on retrouve souvent dans les constructions, dans les endroits qui sont vraiment très humides, les remontées capillaires. Et ça, c'est vraiment désastreux. Pour moi, euh, la construction bois offre cette possibilité euh, de ne pas avoir justement ces remontées d'humidité. Euh, la paroi vraiment va réguler euh, tous les événements climatiques qu'il y a à l'extérieur pour convertir au mieux à l'intérieur. On a beaucoup construit sur la plaine des Palmistes, même sur la plaine des Cafres aussi. Et c'est assez surprenant de voir, quand on rentre dans une maison au sature bois, la température à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Il y a un sacré gap, il y a Il une y a grosse vraiment différence. un gain de température, mais vraiment qui n'est pas négligeable. Donc là, on parle de climat qui est climat froid. Donc pour la plaine des Cafres, c'est climat froid et sec. Euh, et à la plaine des Palmistes, c'est un froid humide. Donc on est vraiment sur deux endroits différents. Donc
notre paroi permet vraiment de réguler la température à l'intérieur et d'avoir constamment une température ambiante. Bien évidemment, si on part en vacances, on ferme tous les volets de la maison. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir une maison qui est respirable dès qu'on arrive. Mais la maison bois a cette capacité de se dégager euh, de cette, euh, euh, de cette atmosphère qui est accumulée pour renouveler l'air à l'intérieur. Donc en tout cas, c'est un travail fait aussi en amont par les architectes qui calculent bien où sont positionnées les ouvertures afin de pouvoir libérer la maison de l'air qui est emprisonné. Donc voilà. Mais les retours d'expérience qu'on a sur les clients qui habitent dans les plaines, ils sont vraiment satisfaits sur ce volet parce que en plus de notre paroi bois, euh, on va vraiment pouvoir isoler tout l'intérieur de la maison. Donc l'épaisseur des murs font que on peut isoler à l'intérieur des murs, euh, en périphérie du bâtiment et aussi en sous-toiture. Donc c'est vraiment des points à ne pas négliger. Donc là, on parle vraiment des endroits froids, mais on a aussi les endroits où on est sur le littoral, comme étant Salé, Saint-Leu et Saint-Gilles, où on a le soleil, la chaleur. Et là aussi, la maison Saturbois a fait toutes ses preuves. euh, Parce que bah voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, la maison a ce pouvoir de réguler la température et d'offrir une température toujours ambiante à l'intérieur. Donc après, on peut avoir euh, envie du bois. Souvent, on a ces clients qui arrivent où on a le mari qui est à 100% pour une construction bois et on a la femme qui est un peu plus réticente. Donc on arrive aussi aujourd'hui à travailler sur des projets mixtes. Je dis pas que la maçonnerie, enfin les maisons en béton sont à éradiquer, mais c'est pour moi la mixité des matières qui font la réussite et la beauté d'un projet. Il faut vraiment aujourd'hui travailler. Ouais, il y a pas d'opposition Il n'y a à pas faire, hein, d'opposition. c'est On les 2 peut se valent, hein, donc exactement, on peut faire des maisons mixtes, c'est-à-dire une partie béton et une partie bois. Ça, c'est des projets aussi qui nous plaît. quand tu dis mix, c'est quoi? C'est quel il y a un pourcentage en fait de partie bois, de partie béton, Oui, bah, on pourrait dire on serait sur 40% en béton et 60% en bois. Donc, le maximum, ouais. le maximum. C'est vraiment... Aujourd'hui, on offre cette possibilité-là parce que il faut aussi s'adapter aux envies de chacun et sans pour autant oublier ce qu'on défend. C'est vraiment la construction de maisons Saturbois à La Réunion. Ouais, bah, c'est le principe, hein. Voilà, c'est ça. Donc, si on se retrouve aujourd'hui à faire uniquement des constructions en béton, c'est pas C'est là-dessus p c'est qu'on plus, s'amuse vraiment. En fait, on a beaucoup plus de, 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 de valeur ajoutée sur des projets bois. On s'amuse vraiment. C'est des projets vraiment hors du commun. Et au-delà, en fait, euh, de la beauté, de, de tout ce qu'on peut voir de l'extérieur, la qualité de vie que peut offrir une maison Saturbois, euh, bah, en fait, les gens, ils sont pas prêts, hein. C'est vraiment autre chose. C'est c'est vraiment... nous, on l'a souvent constaté avec les retours tu penses d'expérience que les qu'on gens, ils a. connaissent pas assez le bois? Ils connaissent pas du tout le bois. En fait, on est ancré dans, dans des croyances d'avant. Et le truc, c'est que la construction bois a évolué. Les matières ont évolué. La façon de construire aujourd'hui et il y a 50 ans, c'est plus du tout la même manière. Et en tout cas, on a des matériaux beaucoup plus adaptés euh, depuis l'étape de structure jusqu'aux finitions. Parce qu'avant, en fin de compte, on avait des maisons bois, en bois sous tôle, où on avait la structure qui était en bois dur, et on venait mettre par-dessus un revêtement en contreplaqué. Et on s'étonne pourquoi les termites viennent bouffer ce contreplaqué, parce qu'en fait, c'est de la bouffe idéale pour les termites. Nous, aujourd'hui, tous les matériaux, on travaille dans la structure jusqu'aux finitions, tout est traité anti-termites. Donc on a vraiment cette sécurité et cette durabilité dans chaque projet. C'est vraiment ce qui fait la différence entre la construction
d'avant et aujourd'hui. Ça prend combien de temps de construire une maison en bois? Bah, je dirais que ça dépend de la taille, du projet. Le plus qu'on a fait sur un projet à Bois de Nef, le Sainte-Clotilde, c'est une maison qui faisait à peu près, 190, 200 m² à peu près Quand même. et ça nous a pris, pratiquement 1 an et demi. Il y avait, des défis architecturaux aussi à respecter. Il y avait, plein d'entreprises À coordonner. à coordonner c'est vrai que voilà, c'est notre planning nous a amené à 1 an et demi à peu près. Bah, alors ça tombe bien, tu parles de coordination, de planning. Hem, En fait, c'est comment ma question, je suis pas du métier. Je suis un client, je connais pas trop les termes du BTP, de la construction. Comment je peux lire ton devis? Comment je peux le comprendre? Et comment aussi s'adapter, à ton planning, au planning du client? Parce que lui aussi, il a envie de commencer son chantier le plus rapidement possible, Mmh. que ça soit pour habiter dedans ou pour mettre en location, peu importe. Et comment coordonner ça, en fait, avec tous les corps de métier? Bah, pour reprendre ce que tu dis, en fait, bien souvent, ce qui est sous-estimé, comme je te disais, c'est ces délais administratifs. Bien souvent, on accompagne les clients, dans le montage de dossier, c'est-à-dire qu'on va fournir toutes les pièces nécessaires pour qu'ils puissent, heu, aller, à la banque et cetera. Mais, ces délais-là, en fait, sont vraiment sous-estimés parce que, c'est, entre le temps où on va, déterminer, le projet, que le client il veut et à l'étape de construction, il y a vraiment un écart, qui est, assez considérable et c'est les délais administratifs donc parfois c'est lié, au notaire, concernant la signature, de l'achat du terrain et ça peut être aussi parfois le délai, de la banque donc les banques peuvent prendre, parfois du temps à émettre, leurs offres pour, signature. Donc c'est des délais en fait, qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. Donc, nous ce qu'on a constaté, c'est que entre l'étape vraiment où on est contacté pour un projet et le démarrage de celui-ci, bah, il y a environ, entre 6 à 8 mois. Donc, parfois, il nous est difficile, bien qu'on monte des projets, de déterminer à l'avance notre planning. Donc, on a toujours un planning, on va dire, plus ou moins 1 an à l'avance, heu, ce qui est très bien dans notre secteur. Mais, voilà, on continue toujours à monter, chaque projet, pour que ça se suive dans le temps et bien évidemment, bah, quand le client, lui, il a, les feux verts tous les feux verts de son côté, bah, c'est à partir de ce moment-là où on planifie, on lui dit propose, un planning, heu, qui peut, s'intercaler, dans notre planning actuel. Donc ça mérite quand même beaucoup de réflexion. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a, des équipes différentes, qui nous permettent justement de mener, 3 chantiers en même temps. Donc heu, voilà, les chantiers sont bien souvent sur des phases différentes. Il y a des chantiers qui sont sur des phases, de fondation, des chantiers en phase de structure et des chantiers en phase de finition. Donc pour tous ces tâches-là, en fin de compte, c'est des équipes, différentes. Donc ce qui nous permet d'avoir en simultané, environ 3 chantiers. OK, donc si j'ai bien compris, entre le moment où je reçois non, c'est le moment où je te contacte et le moment où, le chantier commence, il se passe 6 à 8 mois, c'est ça? Bah, c'est plus ou moins ce qu'on, remarque. En tout cas, c'est quand, ce que je te dis, c'est vraiment quand, on démarre vraiment d'une page blanche. Parce qu'on peut très bien avoir le client qui a déjà son PMI accordé OK, et qui a aussi son financement, à côté. de fait, ouais. Parfois, les clients financent, en fonds propres aussi, hem du coup, il y a pas de délai. Il y a pas de délai administratif. On peut déjà démarrer, les travaux. Donc chaque client a un profil, différent, mais si vraiment vous démarrez d'une page blanche, sachez que c'est entre 6 à 8 mois avant de démarrer votre projet, entre les prémices du projet et le démarrage sur le terrain.
OK. Et comment ça se passe la coordination en fait avec, les autres métiers? Toi, quand tu me transmets, quand tu me transmets ton devis, qu'est-ce qui est inclus dedans? Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier que ce que tu fais dedans? Alors en fait, nous, pour reprendre ta question Et la coordination dans aussi son bien sûr, hein, intégralité, sur le chantier? ouais, en fait, nous, on travaille sur la base d'un contrat de marché. On va, nous, assurer le poste des fondations, de la structure, de la charpente, de la couverture, des revêtements extérieurs, des revêtements intérieurs et tout ce qui dit finition. Et après, on a aussi, on propose en tout cas pour chaque client une liste de partenaires sur laquelle on va questionner, on va leur demander un devis pour chaque projet. OK. Et nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de présenter ces prestataires aux clients pour qu'ils puissent voir l'intégralité du projet, ce que ça donne. Nous, aujourd'hui, on n'est pas plombier, on n'est pas électricien et on ne fait pas de menuiserie aluminium. Donc, pour ça, on a des entreprises partenaires avec qui on travaille, des entreprises fiables où on travaille avec depuis une quinzaine d'années. Et pour nous, c'est une vraie force aussi d'avoir ces partenaires qui jouent vraiment leur rôle dans la coordination du projet. Donc, nous, on a vraiment en fait notre devis qui couvre, euh, on va dire, 80% du projet. Et on a ce devis de chaque prestataire qu'on propose aux clients. Donc, après, dans la phase projet, on est vraiment sur de la pure coordination qui se passe entre nous. Donc, on a pour habitude de se créer un groupe WhatsApp pour chaque projet. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des partenaires qui sont vraiment très réactifs. Et vraiment, bah, on assure vraiment la coordination quand il faut prévoir les interventions au moment voulu. Et on a toujours fonctionné de cette façon. Et c'est ce qui fait la réussite de chaque projet. Pour moi, la réussite de chaque projet, c'est vraiment l'entente des équipes euh, pour faire avancer le projet. Et donc, après, on n'est pas non plus fermé à ce que le client, il ait ses propres prestataires. Nous, on fait que proposer, mais le client est libre de choisir qui il veut. Du coup, Cédric, pour conclure, heu, une question en fait qui peut être importante. Où concrètement je dois mettre mon budget dans la construction? Est-ce que c'est plus dans l'intérieur, dans l'extérieur? Et est-ce que je dois également anticiper, l'évolutivité de la maison? Est-ce que je dois anticiper en fait dès le départ, une pièce supplémentaire, sur les plans, dans l'architecture de la maison? Comment ça se passe? Comment tu peux m'accompagner en fait, là-dessus? Bah, ce qui définit vraiment le projet, c'est vraiment l'enveloppe budgétaire. Si on peut vraiment aller dans la globalité du projet Oui, parce que et que l'enveloppe le dans permet, bah, l'enveloppe budgétaire, déjà, il y a l'acquisition du terrain aussi qu'il exactement, faut pas oublier. qu'il faut pas oublier. Pour moi, tout est une question de répartition du budget. Euh, il faut pas plomber son budget dans le terrain uniquement et avoir euh, très peu pour la construction. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve un terrain. À minima, ce qu'on met dans son terrain, il faut qu'on puisse le mettre aussi dans notre maison. On a souvent vu des clients qui nous disent bah, moi, j'ai 350 000 euros de budget pour ma construction, Mais il me reste 50 000 pour la maison. mais il me reste 50 000, 90 000 ou même 100 000 pour la construction. C'est-à-dire qu'on est très bien placé, mais on peut rien faire par-dessus. En tout cas, c'est des projets où on n'arrive pas à s'exprimer, on s'avance même pas parce que on sait comment dire, les envies du client là-dessus, c'est vraiment de faire une maison de 150 mètres carrés, mais pour 100 000 euros, ça, on sait pas faire. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de vraiment bien répartir son budget sur le terrain et la maison. Donc, attribuer un budget cohérent sur ces deux parties. Sur ces 2 parties. Mm. Et sur l'évolutivité de la maison? Bah, parfois, on peut faire pour des clients,
comme on dit, des évolutions futures de leur projet, c'est-à-dire qu'on pense la situation aujourd'hui et la situation future, c'est-à-dire la capacité à accueillir une personne de plus dans la maison. Donc, le concepteur, en fait, ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de dessiner la maison actuelle avec le nombre de pièces qui est possible de faire avec l'enveloppe qui est dédiée aujourd'hui et de penser aussi à la chambre de la future personne qui arrivera dans les années à venir. Et l'idée, c'est de vraiment de penser à ce projet d'extension dans la structure afin de pouvoir la rendre plus facile euh, dans le futur quand on va reprendre ce projet d'extension. En fait, c'est ce que je pense, c'est que le client, dès le départ, en fait, il doit savoir ce qu'il veut, exprimer ses besoins dès le départ, et pas uniquement dire, parce que c'est ce que des fois on reçoit, hein, bien sûr, Mm. maison type F4, 90 mètres carrés, et après, voilà, t'en sais pas plus. Et souvent, en fait, le projet, c'est beaucoup plus que ça en réalité. C'est beaucoup plus que maison type F3, F4. Mm. C'est une demande qui est plus large. Et ça aussi, c'est dès le départ, pour que le projet se passe bien, pour qu'on sache réellement, euh, il faut aussi que le client exprime son besoin. Bah, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment euh, savoir le parcours de vie de chacun. C'est de pouvoir regarder l'instant présent, la situation de la famille, mais aussi de voir dans le futur. Et c'est ce qui permettra de faire le meilleur investissement pour moi. Et tout ça, comme tu disais, c'est pas à travers un formulaire, c'est pas à travers un plan qu'on peut avoir sur notre bureau qu'on peut déterminer ça. C'est vraiment en rencontrant le client, Poser les questions. poser les bonnes questions pour adapter le projet en fonction de chaque famille. Voilà. Ok. Cédric, je te remercie Bah, merci, Robin. pour toutes ces réponses. Et j'espère que tes réponses ont permis Bah, de répondre à d'autres. ouais, en tout cas, cette première expérience du podcast, ça ouvrira la porte à beaucoup d'autres séries parce qu'on a encore plein de choses à dire. On peut pas tout dire, en tout cas dans un seul podcast. On a encore plein de choses à raconter. Il y a d'autres épisodes à venir. Il y a d'autres épisodes à venir et voilà. On n'a pas fini de vous donner envie de construire à La Réunion. Construire du bois, hein. Construire en bois.